Ouais, les Argentins qui descendent plus bas, qui sont un petit peu plus compacts. Ouais, c'est passé dans le dos, le centre, Doukas. Allez. Second poteau. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Bonjour. J'ai pas le ton sérieux pour bien commencer la vidéo. Au moment où on sort cette vidéo, le lendemain, c'est le début de la Coupe du Monde au Qatar, et je voulais en parler pour plein de raisons. Déjà la première, c'est parce que tout le monde est un petit peu au courant, c'est que ça a un impact humain sur les droits humains, donc ça on va un petit peu revenir dessus, comme le deuxième point, qui est en fait l'impact écologique d'une Coupe du Monde, de celle-ci en particulier même. Le troisième point, c'est qu'il y a un impact social avec une question de jugement et tout ça qui peut se poser, en tout cas qui va poser certains jugements, certaines critiques, qui est la question, faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar? Donc je pense que pour ça, il faut avoir plein d'infos. Je vais essayer de les condenser pour avoir le plus d'infos et puis de discuter en fait sur cette question, et grâce à tout ça, essayer de prendre une décision soi-même et non pas influencé par celle des autres. Ce qui est un petit peu drôle à dire puisque vous regardez une vidéo sur le sujet de moi qui donne des infos, donc il y a forcément une influence quelque part, même si je pense que je n'influence que très peu de gens d'entre vous, vraiment, même personne, peut-être personne, j'espère. Enfin bref, assez parlé, est-ce qu'il faut boycotter ou non la Coupe du Monde? On voit ça dans la première partie. Allez. Pour répondre déjà à la question, il faut s'intéresser à ce qui s'est passé les dernières années, pour voir en fait comment la Coupe du Monde est arrivée à cet endroit-là, dans ce pays-là. Et donc ça, c'est la FIFA qui a voté pour que ça arrive au Qatar. Donc quel était le dossier de candidature du Qatar? Finalement, son point fort, c'est que c'était ici, au Moyen-Orient. C'est très intéressant puisqu'en fait, la Coupe du Monde n'a jamais pris place au Moyen-Orient, et donc c'était très intéressant pour la FIFA qui essaie d'un petit peu de développer les Coupes du Monde un petit peu partout dans le monde, et donc l'avoir à cet endroit-là, c'était un des points forts du dossier de candidature du Qatar, puisqu'il n'y a pas eu de Coupe du Monde à cet endroit-là, et que après, par exemple, l'Afrique du Sud en 2010, ça permettait de s'ouvrir ailleurs. Comme en Russie en 2018, mais là, ça a aussi posé quelques problèmes, on va pas revenir dessus, mais les deux dernières Coupes du Monde ont quand même posé quelques problèmes, notamment donc à la FIFA, pour des petites corruption. En fait, début des années 2000, le Qatar, comme la Corée du Sud, comme les États-Unis posent leur candidature, et en fait c'est en 2010 que la FIFA va voter pour le meilleur dossier. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait les parcours de ce pays-là, le parcours du Qatar, qui propose en fait une Coupe du Monde donc on l'a dit, au Moyen-Orient, là où il n'y a jamais lieu. Ça c'était son point fort, mais avec beaucoup de points faibles. Le premier point faible est sportif pour certains, c'est juste que le Qatar n'a pas d'équipe nationale, ou en tout cas pas d'équipe nationale reconnue qui peut vraiment représenter le pays, et donc on se demande est-ce que c'est vraiment une terre de football. Et j'y reviens pas que j'ai utilisé le mot terre de football. C'est une question qui se pose. On prend pas, mais il y a d'autres points. Évidemment, il y a un point climatique qui est peut-être pas pris en compte à ce moment-là, puisque il fait extrêmement chaud, vous l'avez vu, vous le connaissez maintenant, c'est 50 degrés en été, avec 80% d'humidité il me semble. Et un autre point, c'est que il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de stade, il n'y a pas eu grand-chose, encore moins dans ces années-là. Après, il y a eu des constructions, puisqu'il y a eu des gymnases qui ont été faits, et une fois que la Coupe du Monde au Qatar est acquise par le pays, ils vont commencer la construction. Mais à l'époque, les températures sont déjà très élevées, il n'y a pas de stade, il n'y a pas d'équipe, donc en fait ça en fait le pire dossier à présenter à la FIFA, mais elle va quand même l'obtenir. Comment elle va l'obtenir? C'est là que ça devient intéressant. On va pas rentrer dans tous les détails sur la corruption de la FIFA, il y a plein de choses qu'on peut traiter, pas seulement sur cette Coupe du Monde, il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix si vous voulez en apprendre plus, je l'ai pas vu au moment où je tourne, mais ça peut être intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de s'attarder globalement comment ils ont fait, et quel est le rôle de la France là-dedans. En fait, il y a énormément d'accusations de corruption qui ont été faites sur notamment les fédérations sud-américaines, les fédérations africaines, et même sur l'UEFA, donc la fédération européenne, présentée par Michel Platini à l'époque. Jusqu'au moment du vote, tout semblait acquis pour les États-Unis, qui étaient donc soi-disant la meilleure candidature. Ils vont d'ailleurs obtenir une Coupe du Monde par la suite, même si ce ne sera pas celle-ci. Mais il y a un petit truc qui change la donne. Il y a eu un dîner qui s'est organisé à l'Elysée, un repas avec Michel Platini, donc représentant de l'UEFA, le président, Nicolas Sarkozy, et des représentants du Qatar. Jusque-là, jusqu'à ce dîner, tout le monde pense et est sûr que Michel Platini va voter pour les États-Unis. Il représente l'UEFA, donc il amène avec lui
pas seulement un vote, mais plusieurs votes. Et donc tout le monde, en tout cas tout le monde le dira après, tout le monde pensait, était sûr même qu'il allait voter pour les États-Unis juste avant ce dîner. Alors à part pour Michel Platini et un de ses potes après coup qui ont dit non, le Qatar c'était déjà décidé. Mais donc ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un dîner avec donc ces personnes-là, et ils vont discuter de pas mal de choses, comme le rachat du PSG, comme la création d'une chaîne de sport qui est beIN Sport pour concurrencer Canal+. Voilà, ça c'est ce qu'ils vont pouvoir amener en France, le Qatar, en échange de votes pour l'acquisition de la Coupe du Monde 2022. Et bien évidemment, puisque ça ne suffit pas, et que c'est pas la France qui vote, c'est pas Sarkozy qui vote, c'est Michel Platini, environ 1 million d'euros, ou dollars, je ne sais plus, auraient été transmis donc à cette personne. Bien sûr, c'est des accusations, je sais plus si les affaires sont encore en cours ou pas, j'en ai strictement rien à faire, mais voilà, ça fait partie quand même des choses qui se passent et qui font que, bizarrement, le Qatar obtient cette Coupe du Monde. Et 4 votes, c'est énorme dans la balance, puisque donc, je l'ai dit, il y a Michel Platini et qui représente un petit peu les 3 autres personnes avec qui ils vont voter. Donc, il y a au moins 4 votes qui auraient changé au dernier moment. Donc si on revient à la question principale, est-ce qu'il faut boycotter ? S'il y a boycott, il y a un boycott en fait de cette institution qui est la FIFA, qui a participé à des dîners avec des gens qui vont agir dans leur propre intérêt. C'est beaucoup plus détaillé, il y a beaucoup plus de documents, et notamment de documents en source en description que je vais vous mettre pour en apprendre un petit peu plus là-dessus, parce que vraiment il y a pas mal de choses, il y a plein de choses assez intéressantes et troublantes. Donc le boycott, c'est un petit peu boycotter cette institution-là et leur donner tort, en fait, à l'acquisition d'une Coupe du Monde dans un pays qui achète un petit peu des voix. Une personne qui boycotte, évidemment c'est plus impactant s'il y a un groupe, mais c'est aussi boycotter ça. Mais pas que, c'est bien évidemment le pire dossier qui a eu la Coupe du Monde d'après les experts. En quoi c'était vraiment le pire dossier et en quoi ça l'est toujours, on voit ça donc dans la deuxième partie. Un potentiel boycott, c'est aussi le fait de ne pas être d'accord avec ce qui se passe sur place au Qatar. Donc on l'a dit, il n'y avait aucune infrastructure viable pour acquérir une Coupe du Monde. Depuis de nombreuses années, les Coupes du Monde, c'est de plus en plus de monde, de plus en plus de supporters, de plus en plus d'équipes aussi. Il n'y avait rien de prévu pour leur accueil. Donc malheureusement, et vous le savez sûrement, il y a eu des morts, 37, selon les représentants qataris, et plus de 6500 selon les ONG de protection des droits humains. C'est beaucoup. C'est énorme, évidemment, c'est depuis 2010, ça continue au moment où on parle, puisque c'est pas fini. Et parmi ces gens-là, il y a énormément de personnes qui ne viennent pas du Qatar, il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté dans d'autres pays, qui sont envoyées ici en tant qu'ouvriers. Il y a également des ouvrières, même si elles ne sont pas sur les chantiers, elles sont ailleurs pour travailler dans des conditions qui sont tout aussi minables. Et ces personnes-là, elles sont prises au piège. On leur prend des fois leur passeport, elles sont pas payées, on les met dans des conditions minables. En fait, vu que l'employeur prête les logements, paye, gère toute leur vie, en fait, tout leur temps. On a par exemple jusqu'à 11 heures de travail par jour, 6 jours par semaine. Ils sont parfois sous 50 degrés parce que eux ils travaillaient l'été. Il y a vraiment un non-respect des droits. Il y a eu une loi qui avait été votée entre 2010 et 2022, je ne sais plus exactement quand, par le ministère du Qatar pour justement ces droits humains, le droit humain également des personnes qui ont immigré dans le pays. Mais malheureusement, et on l'a vu sur place, il y a énormément de choses qui sont montrées qui sont évidemment dans le non-respect total des droits. On voit des cuisines qui sont salubres, je sais pas si j'arriverai à vous trouver des images, mais sinon voilà, c'est facilement trouvable. Et je pense que pour le coup, j'ai pas vraiment grand chose à dire là-dessus, si ce n'est que les images parlent beaucoup plus par elles-mêmes, et c'est hyper choquant. Je sais qu'en fait, le dire dans nos cerveaux, ça procure pas la même chose que de voir les images, et ça procure encore moins de choses que aller sur place et de voir vraiment ce qui se passe, parce qu'on ne comprend pas, notre cerveau comprend pas vraiment à quel point c'est l'enfer de vivre là-dedans, surtout nous. On vit dans un luxe comparé à ça, même si on peut avoir des fins de mois difficiles, on n'a peut-être pas tous beaucoup d'argent, et des fois on mange que des pâtes, mais on peut même pas imaginer en fait. C'est très très compliqué. Il y a d'autres choses. J'ai parlé des femmes rapidement, mais voilà, elles sont beaucoup moins montrées dans les documentaires et tout ça, parce qu'il y a beaucoup moins d'images de leur lieu de vie et tout ça qui peuvent choquer l'opinion. Mais on a donc des ONG qui sont allées sur place, qui ont essayé de sonder un petit peu des personnes qui travaillaient plus, qui avaient été en tout cas à un moment sur place pour travailler, qui en fait s'occupent
des employeurs qui sont des fois là pour s'occuper des familles. Et on a énormément donc de témoignages d'harcèlement, d'agression, allant même des fois jusqu'au viol. Ça a commencé à être déclaré le nombre de morts par le Népal en 2013, puisqu'ils avaient eux envoyé des employés là-bas. Et ils disent on a compté quand même 44 disparitions, donc c'est peut-être inquiétant. Mais tout le monde s'en battait un peu les steaks, à part quelques ONG. Faut que j'arrête de tourner. J'arrête, pardon. Un dernier tour. Vas-y, pardon. Voilà. Si vous n'avez pas encore vomi, on continue. Évidemment, mon enquête, elle est incomplète. Il y a beaucoup plus de documents, déjà en description. Il y a un documentaire qui a été fait, que vous trouverez aussi en description, qui est très intéressant, qui montre beaucoup plus de choses, et c'est beaucoup plus intéressant. Je répète, beaucoup intéressant. Bref. Nous, ce qu'on se pose, la question, c'est la question morale sur le boycott, tout ça. Le boycott, du coup, c'est aussi montrer qu'on n'accepte pas ça. Le monde du football est, à la base, un sport très populaire, et à la base un sport qui regroupe. Et justement, c'est à la base créé par des ouvriers pour avoir une occupation, pour vraiment sortir de cette difficulté. Ça s'est répandu partout dans le monde. Il y a énormément de choses, que ce soit l'histoire en Europe ou les histoires en Amérique du Sud, de ce que regroupe ce sport. Et on en arrive là. On en arrive où c'est le sport le plus simple à jouer, avec 4 chaussures pour faire des buts et un ballon. On en arrive à des moyens inhumains pour le sport qui était censé être le truc le plus humain au départ. C'est ce qui montre en fait que dans ce sport-là, il y a tout. Ça décuple un petit peu ce qui se passe dans la société, et sur beaucoup de sujets, sur tous les sujets sociaux qu'on essaie de traiter un petit peu aujourd'hui, c'est décuplé dans ce monde-là, c'est soit ignoré, soit on ferme les yeux, soit on en arrive là, et c'est bien dommage, je pense, c'est dommage, je pense, c'est pas du tout mon avis, quoi que ce soit, dommage, c'est même pas le mot, j'ai pas à donner mon avis, évidemment, 6500 morts, des personnes qui se font violer, des personnes qui se font agresser, des personnes qui en ressortent alcooliques, bref, je divague, mais globalement, on arrive à une escalade des choses qui en devient horrible pour tout le monde sur place. Et à la base, le foot, c'est créé pour ces gens-là. Et je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de rendre hommage à ce qu'est ce sport-là. Donc boycotter, c'est aussi boycotter cette partie-là. Il y a évidemment une autre partie qu'on va traiter rapidement en troisième, puisque on en a parlé, le Qatar était le pire dossier, pour les raisons dont je viens de parler. Mais il y a un autre point qui est, il fait chaud, sa mère. Bon alors, je dis pas, on regarde pas, on n'y va pas, on boycotte parce qu'il fait chaud. C'est pas le truc, c'est juste comprendre à quel point ça manque de sens d'organiser une Coupe du Monde au Qatar. Dans un premier temps, en 2010, lorsque le Qatar gagne la Coupe du Monde, gagne l'organisation de la Coupe du Monde, s'il gagne, on se posera d'autres questions, on fera peut-être une vidéo. Mais gagne l'acquisition. Et à ce moment-là, organiser la Coupe du Monde au Qatar en été, c'est faisable. Il n'y a pas de tranquille, c'est chaud. Non, ok, on le fait. Après, l'été arrive, et puis ils font non, franchement, ça va être compliqué. 50 degrés, 80% d'humidité, que du soleil. Dans le désert, il y a beaucoup moins d'ombre. Et donc, ils font c'est chaud. Du coup, les scientifiques font ok, on va faire des nuages artificiels pour faire de l'ombre. Donc, ils abandonnent l'idée, vous vous en doutez. Après l'acquisition de la Coupe du Monde, l'événement est déplacé en hiver. Même si là, du coup, ça se passera plus en octobre qu'en hiver. Mais en tout cas, il y a une période beaucoup plus froide. Beaucoup plus froide, pas tellement. On reste dans le désert, quoi. Donc quand on essaye d'organiser un sport dans un endroit qui n'y est pas propice, c'est un petit peu plus compliqué. On l'a dit, il n'y avait pas du tout d'infrastructure, donc il a fallu construire les stades par des gens qui travaillaient sous 50 degrés, pour des footballeurs qui vont bien évidemment pas jouer sous 50 degrés, eux, mais qui vont donc jouer dans les stades, qui seront donc climatisés. Je pense que je ne vous apprends rien, mais c'est juste pour rappeler à quel point c'était peut-être pas le meilleur endroit. Qui plus est, t'es à un endroit comme ça, et en plus, tu vas faire venir des gens. Jusque-là, dans toutes les Coupes du Monde, c'était hyper polluant, puisqu'il y avait énormément de voyages. Et donc, beaucoup de personnes qui allaient sur place.
beaucoup de supporters, ce qui est normal, à la base le foot c'est fait pour ça. Cependant, plus il y en a qui se ramènent, plus il y a de vols internationaux. Et globalement, jusque-là, c'était ça la grosse partie de la pollution des Coupes du Monde. Mais aujourd'hui, on rajoute, en plus de ça, puisque des gens vont y aller, ça c'est sûr, en plus de ça, il y a les températures. Donc, les climatisations, la construction des infrastructures, la construction des hôtels pour accueillir les supporters, mais aussi accueillir les équipes. Il y a évidemment toujours des goodies qui sont faits sur place, donc on peut se dire, bah c'est rien, tu sais, t'achètes un porte-clés. Mais en fait, c'est fait en tellement grande quantité dans des pays où la production, elle est faite à moindre coût, donc qui respectent encore une fois pas forcément tous les droits humains, et qui vont évidemment polluer, notamment par leur transport, mais ensuite donc par leur achat, et tout ça, et donc on est dans un cercle vicieux, donc n'y allez pas. Je pense que sincèrement, qu'il y a peu de gens qui regardent cette vidéo, qui vont aller voir un match au Qatar. Au moins en restant chez nous, on a un impact moindre par rapport à ça, même si il y a d'autres choses, ça amène une achat de maillots par exemple, il y a toujours l'utilisation de la chaîne beIN Sport pour regarder les matchs, qui donc appartient au Qatar, etc. Enfin bref, il y a de l'argent du coup qui est réinjecté ailleurs. Bref, il y a énormément de choses. En tout cas, énormément de choses qui nous feraient nous dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de regarder quelques matchs de foot alors que il y a tout ça derrière. De la corruption, des morts, en plus de son impact énorme sur la planète. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Quatrième partie. Il y a encore d'autres points que j'ai pas traités, qui sont complexes, qui sont évidemment intéressants, que j'ai pas forcément envie puisque la vidéo sera trop longue, puisqu'on n'a pas parlé des égalités de genre sur place, du respect de l'orientation sexuelle de chacun. Il y a énormément de points comme ça. C'était important de le rajouter pour se poser donc cette question, qui est en fait la question à laquelle on veut tous répondre. Est-ce qu'il faut boycotter? Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Il n'y en a pas de mauvaise non plus. Si, peut-être il y a des mauvaises. Mais je suis pas sûr qu'il y ait de bonnes réponses. Je vous ai donné toutes ces infos-là de manière globale, puisque c'était plus pour construire la vidéo, pour vous rappeler tous les sujets, parce que y en a forcément qu'on a un petit peu oublié. Moi, il y a des choses que j'ai appris. Enfin bref, moi je voulais juste apporter des informations, sûrement supplémentaires de ce que vous saviez déjà. Moi, j'ai appris des trucs en regardant des documentaires, en regardant des informations, en allant chercher. Il y a les sources en description, en tout cas les grandes lignes de mes sources qui sont en description. Je vous invite à évidemment faire un tour si vous voulez des informations complémentaires. Ça fait beaucoup de fois le mot information. J'arrête. Voilà, ça peut être intéressant si vous voulez en savoir plus. Nous, on essaie toujours de répondre à cette question. Est-ce qu'il faut donc la boycotter? Est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde pas? Pour certains, ça va sembler logique. Pour d'autres, moins. C'est évidemment bien plus complexe que « Ok, je regarde pas parce que c'est de la merde ». Moi, c'est sincèrement pas ce que je vais faire. Je suis un grand fan de foot, j'adore regarder. Je suis supporter de l'équipe de France, je regarde toutes les éditions depuis 2006, si ce n'est même avant, j'adore ça. Donc je sais pas quoi faire. Mais sincèrement, est-ce que on est hype par cette Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a une hype? En tout cas, au moment où je tourne, il n'y a rien, quoi. Tout le monde n'a rien à foutre. Franchement, très peu d'envie, quoi, d'arriver à cette Coupe du Monde, de voir ça. Est-ce que au moment où cette vidéo sort, la veille de la Coupe du Monde ou le jour même, j'en sais rien. Est-ce qu'une hype est là? Est-ce que les gens ont envie de regarder? Est-ce que moi j'ai envie? Franchement, j'ai du mal à le dire, j'ai du mal à le savoir. Je pense que je le saurai au dernier moment de ce que je fais. Donc je sais que ça répond pas à la question, que je me mouille un petit peu moins, mais sincèrement, je ne sais pas. J'aimerais vous dire je boycotte, franchement facile. Mais il y a un point qui est intéressant de souligner, c'est ce qu'apporte le foot aux gens. C'est pas pour défendre ou quoi que ce soit, mais il y en a pour qui c'est vraiment leur élément fédérateur. C'est leur seul truc qu'ils ont dans l'année. C'est grâce au foot d'avoir des connexions avec le monde. Il y en a pour qui c'est les jeux vidéo, il y en a pour qui c'est regarder des vidéos sur YouTube, regarder des streams, il y en a pour qui c'est faire du sport. Il y en a pour qui c'est ça. Et c'est forcément pas facile quand on est loin de tout ça, puisque nous, on n'a pas, tu vois, cette réalité des choses en face des yeux. On n'est pas sur le terrain. Donc c'est compliqué pour nous, pour notre cerveau, pour ces gens-là qui vivent du bonheur seulement par le foot, de faire « Ok, non, je regarde pas ». J'ai donné les informations de manière plus globale pour que vous ayez le plus possible votre libre arbitre.
Prenez la meilleure décision. Dans tous les cas, elle sera bonne. Et prenez-la pour vous. La prenez pas parce qu'on vous a dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Prenez la décision pour vous, pour ce qui respecte vos valeurs finalement. Et ce qui est intéressant, je pense, ne moralisez personne. Ne prenez pas quelqu'un de haut, ne le moralisez pas parce qu'il regarde ou qu'elle regarde et pas vous. Ou inversement, si quelqu'un regarde pas, faites pas genre oh, toi tu regardes pas. C'est tout, c'est ça le jeu d'acteur que j'avais pour expliquer ma phrase. Pas ouf. Non mais y a pas d'intérêt d'en parler de manière si conflictuelle. Faut savoir un petit peu prendre ses décisions. Et c'est ce que j'essaie de faire dans cette vidéo. Si vous voulez en débattre, pour en débattre avec moi ou avec les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, n'oubliez pas que dans un débat, vous avez peut-être raison et l'autre a peut-être tort. Mais ça peut être l'inverse. Comme vous deux, vous pouvez avoir tort. Ou comme peut-être que vous deux, vous aurez raison. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je fais une outro très vite puisque j'ai plus de batterie et ça va s'éteindre à tout moment. Voilà, c'était un nouveau format. C'était peut-être un petit peu plus naturel. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de chercher. J'espère que voilà, la vidéo totale, le projet vous a plu. J'ai essayé de vous montrer un petit peu tout ça, de vous montrer un petit peu ce que je ressentais et mon point de vue, et pas forcément d'arriver sur une enquête journalistique sur tous les faits. C'est ce que je voulais faire au départ, mais je trouvais que ça avait aucun intérêt et que franchement, est-ce que c'est vraiment ça dont on a besoin? Le but, c'était un petit peu beaucoup plus de parler de cette question que je trouve intéressante, puisque ça fait partie des choses qui sont importantes, mais qu'on prend pas forcément au sérieux, dans le sens où on écoute un petit peu ce qui nous entoure. Ça arrive sur beaucoup d'autres sujets, mais voilà, ça c'était le sujet du moment, c'est sur lequel je voulais parler. Et donc, je vous laisse avec ça. Je rappelle qu'en description, il y a beaucoup plus d'infos si vous le souhaitez. Évidemment, si ça vous a plu, faites-le moi savoir. Si ça vous a pas plu, ouais, non, vous pouvez me le dire également. Le but, c'est d'arriver sur cette chaîne. Moi, j'aime bien faire du montage, j'aime bien tourner. Donc, le but, c'est d'arriver à des vidéos qui plaisent un petit peu à certaines personnes, même si ça plaira jamais à tout le monde. Et j'espère surtout que vous avez passé un bon moment. Au moment où cette vidéo sort, c'est le week-end, ou bientôt le week-end. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Nous, on se retrouve très bientôt. Normalement, au moins une deuxième vidéo qui va sortir avant la fin de l'année. Si j'ai la foi. Moi, je vous embrasse très très fort. On se dit à très très vite dans la matrice. Bisous et ciao.